Bonjour à tous et bienvenue, vous écoutez Dans la Poche, un podcast dédié à la tech, au minimalisme et à la productivité. Je m'appelle Florian Beaufreton et je suis ravi de vous accueillir. Aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet qui est à première vue très complexe. Beaucoup d'entre vous en ont sûrement déjà entendu parler. C'est même parfois un sujet de débat assez intense. On va parler des crypto-monnaies. Alors, qu'est-ce que c'est? D'où elles viennent? Pourquoi beaucoup disent que c'est l'avenir? Quelles sont les technologies derrière les cryptos et pourquoi elles existent? On va essayer de vous apporter des éléments de réponse à notre petit niveau. Attention, avant de démarrer cet épisode, je vous rappelle que tout ce qui va être dit dans ce podcast n'est pas un conseil en investissement et qu'il s'agit que de nos expériences et connaissances personnelles que nous partageons ici. Bref, si le sujet vous intéresse, je vous laisse ajuster votre casque sur vos oreilles, ranger votre smartphone dans votre poche et c'est parti. Salut les gars, comment ça va? Salut à tous. Salut les cryptomanes. Salut. Alors moi c'est CryptoPunk88, c'est mon pseudo. Vous pouvez m'appeler comme c'est vrai, ça, en plus, c'est vrai. ouais. Sur Xbox, si Sur vous Discord, il s'appelle comme ça. Ah ouais. Excellent. Bah d'ailleurs, ça tombe bien, Julien, parce que c'est avec toi qu'on avait abordé la toute première fois sur le podcast, plus ou moins, les crypto-monnaies. C'est quand on avait repris le podcast tous ensemble, c'était l'un des premiers à nous avoir dit que tu étais passionné par le monde des cryptos, si on peut dire ça. Et C'est notre consultant. tu vas être un peu notre consultant grosse pression, référent sur le sujet pour le podcast. La première question que je veux avoir, c'est imagine que là, tu t'adresses à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler des crypto-monnaies. Qu'est-ce que tu lui dis? Ta grand-mère. Vas-y, imagine, tu parles à ta grand-mère avec une crypto-monnaie. J'ai cru qu'il l'avait insulté direct. T'as grand-mère. Ok. Les crypto-monnaies ou le Bitcoin? Non, on commence les crypto-monnaies en Je reste général large. et on basculera sur le Bitcoin après. Les crypto-monnaies, ça Ok. fait un peu penser à Clark Kent ou les trucs comme ça. Bah, moi, crypto j'ai et tout, J'ai c'est trop toujours bizarre. pensé à ça. Ouais, c'est vrai, j'ai toujours pensé à Kryptonite. Il y a un côté gamer un peu aussi, je trouve. Alors, les crypto-monnaies, c'est des devises numériques. D'accord. Alors après, les devises numériques, il y en a d'autres. hein. L'euro aussi, c'est une devise numérique. Le dollar aussi. La particularité des crypto-monnaies, en fait, c'est qu'ils sont... Alors, il y en a une multitude, en fait. C'est des monnaies qui sont basées sur des réseaux de données. Voilà, c'est là qu'on va rentrer dans les mots un peu complexes. Là, tu m'as piégé direct. Ça, voilà. Genre, explique ça à ta grand-mère. Il y a- Des réseaux de bon. données, ouais, d'accord. Je vais dire plutôt comme ça. C'est-à-dire que c'est une monnaie numérique qui n'est pas contrôlée par un pays ou une banque centrale ou bref un Un pouvoir actif dominant. numérique qui est décentralisé. C'est décentralisé, donc on va parler en long et en large de la décentralisation. On n'a pas le choix parce que c'est dans l'ADN des crypto-monnaies. Et voilà. Et après, il va y avoir beaucoup d'usages. Le premier, le plus évident auquel on pense, c'est l'argent finalement. Mhm. D'accord. Mais il y a d'autres usages, il faut savoir, qui peuvent être associés aux crypto-monnaies. J'imagine qu'on aura la chance d'en parler. Mais ouais, globalement, là, pour l'instant, on va parler beaucoup plus De l'argent, de valeur de monnaie, d'argent. Donc, c'est comme si on avait de l'argent, mais qui n'était pas stocké dans une banque et qui n'était pas contrôlé par l'État. Exactement. C'est ça. Ouais. Et du coup, ça n'appartient à personne. C'est ça qui est intéressant. Et il y a un côté anonymat aussi. Alors après, on pourra en reparler aussi. Mais à la base, la vocation du Bitcoin, on en parlait avant en off, mais c'était un mouvement en fait, les cypherpunks, je le dis Les bien. cypherpunks, ouais. Ouais, c'est ça. Qui voulaient, eux, ils savaient. C'était des gens qui travaillaient des fois au gouvernement, au service secret. C'était des anarchistes. On est d'accord, là, C'était tu des parles plus à ta anarchistes. grand-mère. Hein. Là, si. Ça, elle comprend. Mais ouais, t'inquiète. Elle est bonne, ma grand-mère. Donc c'était des anarchistes en donc fait, c'était des composés anarchistes. d'informaticiens, Voilà. de philosophes, de financiers, qui y en avaient un peu ras-le-bol de cette, on va dire ce lien qu'il y avait entre la banque et le gouvernement. Ah oui, et cette collecte Mmh. d'informations constante, finalement, parce qu'aujourd'hui... Protection de la vie privée, ouais, tout et à ouais, fait. donc protection de la vie privée, ils se sont dit... Alors la cryptographie, ça existe depuis même pendant les guerres, on avait déjà des cryptographes, donc c'était de cacher des messages finalement. hein. Et en fait, les crypto-monnaies, dans leur essence, c'est des transactions en fait anonymes. Et après, on peut transférer de l'argent, mais on peut transférer d'autres choses aussi. D'ailleurs, j'aurais une question Ok. par rapport à ça. Parce que tu dis que c'est anonyme. Ouais. Mais on dit souvent que la crypto-monnaie, justement, on peut tout voir. On Ouais. parle après de Ouais, absolument. blockchain, etc. On peut tout voir, mais du coup, c'est pas anonyme. Les Alors, transactions. Tu peux voir les transactions. C'est-à-dire que si tu veux, tu vas avoir accès à toutes les transactions. Et ça dépend des crypto-monnaies. Il faut savoir qu'il y a des crypto-monnaies qui font exception, comme par exemple le Monero, c'est le plus connu, où là, les transactions sont cachées. Mais Bitcoin, et on va prendre cet exemple-là, et la plupart des crypto-monnaies, toutes les transactions sont visibles. Mais ce que je vais voir, c'est combien a transité, de quel compte à quel autre compte. Mais le compte, c'est une série de chiffres et de lettres. Je ne sais pas que c'est Thomas Faso derrière. Et à la banque, du coup, ça fonctionne pareil.
Genre, À la banque. est-ce que j'arriverai à savoir si Cristiano Ronaldo a fait un transfert à telle personne Alors, oui ou non? Ça, c'est de tu vois? l'information Donc, c'est- confidentielle à la banque. Tu pourras pas obtenir cette Donc, c'est information. pareil. Donc dans les banques, tu vas avoir, les banques sont tenues d'avoir les informations de leurs clients. Et aujourd'hui, l'enjeu, il est là. Parce que quand tu passes par, alors là, je vais parler des exchanges. Alors, La traduction, comment je tu sais pas pourrais trop. simplifier ça? Une plateforme d'échange des devises, on va dire, tout simplement. Parfait. Un Finalement- peu comme aujourd'hui, les gens qui veulent échanger de l'euro contre du dollar américain, il y a des plateformes qui facilitent cette transaction-là. Bah, il y a la même chose, le même principe en fait au niveau Ok. des Donc, c'est crypto-monnaies. un site internet où tu peux échanger du Bitcoin dans une Ouais. crypto-monnaie ou l'inverse. Alors, Donc, le c'est site ça. internet, c'est l'interface. Mais Bien en sûr. fait, c'est vraiment un acteur. Il faut le voir, moi, je le vois comme un point d'entrée finalement vers la blockchain pour les gens, monsieur et madame tout le monde, qui n'ont pas nécessairement tu vois, l'expertise. Alors après, tu as deux types d'exchange. Du coup, maintenant, je peux utiliser le mot. Mhm. Tu as les exchanges centralisés. Et là, ça ressemble quand même beaucoup à une banque, comme Binance, comme Bitstamp, Coinbase, etc. pour les plus connus. Des applications. L'historique derrière ça, c'est qu'il y avait une pression au niveau gouvernemental et niveau législation. Donc, ces Ah, voilà, compagnies-là exactement. ont été obligées de suivre un peu, si tu veux, une certaine réglementation. C'est pour ça que c'est pas aussi ouvert que la prémisse de base. Mais bon, j'espère Voilà. qu'avec le temps, c'est quelque chose qui va Au, venir. au début, effectivement, c'était où on te demandait aucune information. Moi, je me rappelle quand je me suis inscrit sur Binance, ils te demandaient rien. Et après, les gouvernements ont mis des pressions. Donc, tu sais ce qu'on appelle le KYC, Know Your Customer. Donc, ils sont obligés aujourd'hui de demander c'est qui possède finalement ces comptes-là. Donc là, on perd le côté anonymat parce que maintenant, on va pouvoir associer mon nom à ce compte-là. On va pouvoir retracer toutes les transactions. Et alors, ça peut être pour des fins d'impôt, ça peut être pour des fins dans le narratif, en tout cas médiatique, c'est de dire oui, on va pouvoir suivre les trafiquants de drogue et tout ce qu'on peut imaginer. Donc ça, à ce moment-là, on perd ce côté-là. Mais tu vas avoir aussi des exchanges décentralisés. Et là, on garde l'anonymat. Mais ils sont moins accessibles, sont moins connus. Ça demande un petit peu plus d'expertise et ça demande d'être déjà rendu dans la crypto-monnaie. Parce que dès que toi, tu veux transformer des fiat, alors ce qu'on appelle les fiat, c'est l'euro, le dollar américain, le dollar canadien, les monnaies traditionnelles, c'est quand tu veux transformer tes fiat finalement en stable équivalent dollar, par exemple l'USDC ou l'USDT pour les plus connus. Donc là, on est dans la crypto. Stable, juste. Donc un stablecoin, en fait, vu que sur la crypto-monnaie, tu vas avoir des fluctuations qui sont énormes sur les cours. D'accord, on en reparlera sûrement, les gens le savent. Souvent, c'est à ça d'ailleurs qu'ils associent Bitcoin. Ah oui, mais c'est un truc qui monte, qui descend tout le temps. Ça bouge trop, je pourrais perdre tout mon argent. Bon, il faut savoir que dans ce contexte-là, il était à un moment donné nécessaire qu'on crée donc des coins, des pièces qui soient stables. Donc on les a adossés au dollar américain, qui est la monnaie la plus utilisée dans le monde. Alors après, il y en a d'autres. Tu as des stablecoins sur l'euro, sur le yen et compagnie. Et donc, du coup, on va pouvoir rester dans l'environnement crypto-monnaie sans avoir besoin de repasser sur des fiat dans des banques traditionnelles. Et on va pouvoir faire des échanges et du coup sortir des moments de volatilité, si on souhaite en sortir. Généralement, on évite les volatilités descendantes. Les montantes, on essaie de les surfer. Et voilà. Je peux ça répondre à ta question? Ouais. Bon, on a On est brossé déjà pas mal bien de rentré dans choses le vif déjà. du sujet, hein. Donc, juste pour résumer, c'est un actif numérique qui, en fait, utilise une technologie derrière, décentralisée. Ouais. Contrairement à une banque où la banque, elle a des obligations au niveau législatif et réglementaire aussi au niveau financier. Bah, il n'y en a pas au niveau de la blockchain. Il n'y en a pas au niveau de la blockchain et donc il n'y en a pas au niveau de la crypto-monnaie. La blockchain, Alors, qu'est-ce que c'est? tu veux y aller peut-être plus avec ton regard de programmeur? Bah, pour info, je sais ce que c'est, mais c'est juste que Non, du coup, non, je trouve mais que ouais, c'est le intéressant but, c'est d'expliquer au maximum de d'approfondir gens. un peu plus le truc. Même si la plupart des gens qui nous écoutent ont déjà entendu le mot blockchain Mais bon, ou savent ce que c'est, je préfère qu'on reparte sur des bonnes bases et qu'on explique rapidement ce que c'est. Moi, je vais le dire, mais c'est sûr que je vais me tromper, tu pourras me corriger, Abdel. Moi, la façon dont je le vois, c'est une base de données ouverte sur lequel tu n'as pas besoin de demander la permission pour faire. Finalement, c'est comme un réseau d'informations. Moi, j'ai une toile d'araignée à chaque fois. En fait, Ouais, toile d'araignée. en fait C'est la bien traduction en français, c'est une chaîne de blocs. C'est-à-dire qu'il y a des blocs. Chaque bloc contient une information. L'information est cryptée. C'est quoi comme information qu'il y a dedans à chaque fois? L'information sur la transaction, qui a Ouais. transféré quoi Ok. à qui, à quel moment, à Donc, quelle comme les quantité. banques. Quand tu insères ta carte, ça fait le même système, mais ok. C'est Exact. la même chose. Mais c'est Ouais. la même Alors, chose. la différence, c'est que quand tu interroges ta banque pour une transaction, tu as un point central où est-ce que l'information se rend tout en haut pour une vérification, puis elle redescend. Visa, Mastercard, peu importe, aujourd'hui, quand tu mets ta carte dans un terminal chez un marchand, l'information part à la banque pour validation. Chez Visa, chez Mastercard, après, eux, ils interrogent la banque directement pour vérifier les fonds avant d'autoriser la transaction.
Avec la blockchain, c'est un peu plus différent. C'est que la vérification est faite de façon distribuée. Au lieu que ce soit un acteur qui vérifie, ce sont plutôt plusieurs acteurs qui, eux, ont accès justement à ce livre de compte, ce qu'on appelle le ledger ou la blockchain, où est-ce que les gens vont aller, où est-ce que ces gens-là qui vérifient vont valider que tu as le fonds nécessaire, ils vont regarder l'historique des transactions pour voir que tout était correct, suit la norme et que tu as vraiment le montant que tu souhaites faire. Donc, il y a aussi une gestion, ce qu'on appelle les transactions concurrentes, où est-ce que deux personnes en même temps vont essayer d'aller débiter le même compte et des technologies derrière qui sont implémentées justement pour gérer ça. C'est aussi simple que ça. C'est juste un système de validation, d'enregistrement, de validation qui est distribué. Et qui est donc incensurable. On ne peut pas censurer cette information-là. On ne peut pas revenir en arrière. Ce qui est fait est fait. On peut pas revenir là-dessus. Et donc visible par tous. Et c'est en ce point-là que c'est très différent des banques. Donc l'information, si tu veux, elle est la même. Sauf qu'au lieu que ça soit un réseau fermé sur une entité qui se veut la garante finalement de la bonne exécution de tout ça, eh bien c'est ouvert, visible par tous. Et moi j'aime bien, j'en parlais tout à l'heure, le concept de surveillance. Ça veut dire qu'au lieu qu'on ait une surveillance de pouvoir dominant sur le fonctionnement d'un système, eh bien on va distribuer, j'aime bien le mot que tu as dit Abdel, cette responsabilité sur tous les acteurs de ce Et les acteurs, réseau. ça peut être n'importe Ça qui. peut être toi, c'est moi, Exactement. c'est tous ceux qui participent. Donc ça, c'est du minage, mais ça, on va peut-être pas en parler aujourd'hui. Et mais donc, C'est compliqué, ouais. donc, chaque bloc, en fait, a une information qui est liée au bloc suivant. C'est pour ça qu'on appelle ça une chaîne. C'est une architecture, en fait, dans le domaine de l'informatique, où est-ce qu'on a on chaîne l'information. C'est ça, en fait, qui fait que pour obtenir l'information d'un bloc, ça te prend l'information d'un autre bloc de façon récursive. Donc, il faut que tu reviennes un peu plus. Donc, c'est un peu difficile. Un peu. C'est quasiment impossible de hacker, si tu veux, cet écosystème, à moins que tu aies plus de 51% du power en fait, qui gère ce système-là. Et petite question, en fait, là, si j'ai envie d'aller voir une transaction qui s'est faite genre en 1902, Tu peux. Alors, ça n'existait pas encore, oui, je mais- sais, voilà. Mais depuis octobre De- 2008, 2008, tu peux ouais. avoir toutes les transactions. Ouais, Ok. même depuis 15... Je pense le premier bloc, le Genesis, c'était quoi? C'était le 15 septembre? Je pense Si je dis pas de Ouais, conneries. j'allais vous demander depuis quand ça existe les crypto-monnaies, Ouais. mais ça remonte à 2008. 2008. Non, la crypto-monnaie réussie. Alors. Ce que j'appelle la crypto-monnaie réussie, c'était 2008 parce que le groupe, les cypherpunks, à l'époque, ils ont tenté de créer des crypto-monnaies. L'ancêtre du Bitcoin, tu as le B-Money, tu as le Bitgold. Numérique, hein. Numérique, Ouais, ouais. ouais. Sauf que ça n'a pas pris à l'époque pour des raisons qu'on ignore aujourd'hui. Mais le Bitcoin, c'est la première crypto-monnaie qui a réussi. Je veux dire, En fait, vous entendez souvent le concept proof of concept. Ils ont essayé de tester quelque chose. En Mhm. fait, le Bitcoin, l'objectif, c'était même pas de créer une monnaie. C'était de prouver au monde Que c'était possible. qu'il y a une alternative et que c'était possible de le faire Ouais. de cette façon-là. Alors justement, pourquoi à ce moment-là, il y a eu cette proposition? Donc Ouais. le Bah- Bitcoin, c'est la première crypto-monnaie réussie, donc ça a Mm. fonctionné. Pourquoi en 2008? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose en particulier qui fait que là, Non. là où les personnes me qui rappelle- ont lancé le truc se sont dit il faut vraiment qu'on fasse quelque chose maintenant en fait? Je veux juste revenir un peu à l'élément déclencheur parce qu'en fait, tout le monde pense qu'en 2008, ils ont tout fait, codé, tout ça. En fait, c'était quelque chose qui était préparé bien avant. Bien sûr. C'est juste que le déclencheur, l'élément déclencheur, c'était justement la faillite des grosses banques et surtout les Lehman Brothers aux États-Unis. Donc, en fait, les gens se sont rendus compte qu'il y avait plus d'argent, genre, prêté que ce qu'il y avait vraiment d'actifs réels à l'intérieur des coffres. Et ça a jeté un peu, si tu veux, ça a discrédité un peu les banques traditionnelles comme on les connaît ou les monnaies traditionnelles. Parce qu'en fait, il y a plein de banques qui ont fait faillite, il y a plein de gouvernements qui ont décidé de sauver certaines, mais pas d'autres. Et dans d'autres pays où ils n'ont pas eu la chance d'avoir des gouvernements qui ont cautionné ou supporté, si tu veux, les banques dans cette crise, il y a des gens qui ont perdu de l'argent, mais pas de la crypto-monnaie, de l'argent. Des années et des années d'épargne et de retraite. Tu vois. Tout ça, ouais. Donc, en fait, tout le monde s'est rendu compte, et si vous vous rappelez, Bernard Madoff, les cabinets Bien sûr. tout le monde s'est rendu compte qu'il y avait, une bulle spéculative, en fait, que tout le monde savait que ça existait, mais personne n'en parlait parce que ça tenait debout. Jusqu'au jour où tout le monde s'est dit, allez, tiens, ceux qui ont déposé l'argent et ceux qui veulent emprunter, ils vont tous se pointer devant la banque et on va retirer l'argent. Et on dit, bah, finalement, on n'a peut pas pas. assez d'argent pour tout le monde. Comment ça se fait? J'ai déposé cet argent-là. Pourquoi aujourd'hui tu me dis qu'il n'y est pas? Donc en fait, les gens ont réalisé que le système bancaire qui date de 700 ans avant Jésus-Christ, bah, c'était pas fiable, ça marchait pas.
Et donc, le groupe ou cette personne, Nakamoto, ils ont décidé justement de, allez, on va prouver au monde que c'est faisable. Ouais. Et puis- Là, c'est la première fois. Nakamoto, C'est la première fois qu'on dit son nom. On va peut-être l'introduire quand même. Ouais, Parce que vas-y. du coup, c'est dans cette crise sociale-là. Donc, alors, on ne sait pas si c'est un homme, une femme, un groupe de personnes. Probablement mais- un groupe de personnes. Probablement un groupe de personnes, c'est de mon avis aussi. Donc, on a eu la publication, en fait, par email, à un certain nombre, en fait, de développeurs à travers le monde, hein, d'ailleurs. C'était pas qu'aux États-Unis ou au Japon, quoi que ce soit. Et donc, sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto, ils ont publié ce qu'on appelle un livre blanc ou un white paper, c'est souvent le mot anglais qu'on va utiliser, où c'était finalement l'explication ou la proposition, c'est plutôt le mot à mon avis, Proposition. la proposition d'un plan B. Moi, j'aime bien l'appeler le plan B. Bitcoin, c'était un plan B, c'était une idée. Au cas où, juste si ça part en couille complètement, il y a ça peut-être qui pourrait marcher. Et pourquoi celui-là a fonctionné par rapport aux autres? Pour moi, c'est juste une question de timing et donc du coup d'adoption qui s'est suivie. Et en fait, un réseau n'a de valeur finalement que son nombre d'utilisateurs. Un réseau où il y a 3 personnes qui contribuent, ça sert à rien. Mais vu que là, il y a pas mal de gens qui ont commencé à entrer dans le truc, le réseau s'est développé, l'adoption s'est développée, la confiance a commencé à se construire. Et c'est un réseau aussi, j'aime bien, on entend souvent le terme d'antifragile. Ça veut dire que le Bitcoin, c'est à la base, il y avait plein de failles. Il ne faut pas s'imaginer que c'était un truc indestructible. Mais à chaque fois qu'il y a eu des problèmes, des hacks, n'importe quoi qui a été révélé, eh bien, merci, on a identifié le problème, on va le corriger, et maintenant, ça y est, on est plus robuste encore de cette fragilité-là qu'on avait avant. Alors pourquoi on n'est pas passé, enfin je veux dire, tous les gens sont pas passés du coup avec 2008, genre à ça directement. Tu sais, genre le plan B a été À travers le proposé. monde, ouais. Et je comprends pas pourquoi dans ce cas, nous l'humain, on n'a pas On n'est pas encore passé Moi, à je ça. pense que ça changé suit de le bord, tu vois. Moi, je pense que ça suit juste le parcours normal et traditionnel d'une révolution. Ça se fait Mais pas bien du jour au sûr. lendemain. Ouais, c'est vrai. Ça prend ce qu'on appelle justement émettre des théories, les valider, tester. On est, je pense, dans cette phase-là aujourd'hui. Ça fait que quelques dizaines d'années, 10, 11 ans que la première crypto-monnaie a été créée. Je pense qu'on est au début de cette révolution-là. Peut-être les générations MZ sont passées à cette phase. Tu sais, on dit une révolution, au début, les gens la considèrent comme c'est ridicule, ça veut rien dire. Après quelques années, quelques siècles, on commence à dire, OK, c'est dangereux, faut faire attention. Ce qui se passe avec le Bitcoin, faire attention, faut pas que nos enfants mettent Là, leur on est là vrai... pour moi. On est dans la phase de le danger. Ouais, jusqu'à ce que ça devienne évident pour tout le monde. La dernière Je phase. pense que pour certaines générations, on est un peu dans le début de cette troisième phase. C'est pas évident, mais je veux dire, ça devient un tout petit peu la norme. On regarde, on fait confiance. On considère pas encore c'est dangereux. Mais si on regarde un peu les générations un peu au-dessus de nous, nos parents, nos grands-parents, bien évidemment, ils sont loin. Là. Eux, ils vont jamais adopter ça. Donc, je pense que c'est juste une question de maturité. On est au début d'un processus. Le proof of concept. Le prouver que... Il y a définitivement une inertie, et moi je trouve que ça se passe assez vite en fait, parce que si tu remontes et justement tu étudies la monnaie donc, qui est une des premières formes de communication, ça existait avant même l'écriture. Donc les humains ont toujours eu besoin de communiquer. En fait, l'écriture a été valeur. justement... c'était une technologie qui a été créée justement grâce à ce besoin-là à l'époque de la monnaie. Ouais, On avait besoin d'inscrire, on avait besoin de quantifier, on avait besoin de nommer, quantifier et nommer des gens. Combien tu as mis dans le coffre et c'est acquis. Et donc l'écriture est née de là. Pas que l'écriture, il y a plein de technologies qui... Et la monnaie, du coup, on a transité sous plusieurs formes de monnaie. On peut imaginer des coquillages. En fait, la monnaie, c'est quelque chose qui doit être relativement rare pour qu'elle ait un peu de valeur. Et ensuite, c'est quelque chose qui doit pouvoir s'échanger facilement. Si, mettons, la monnaie est plus encombrante, d'accord, que ce que tu vas acheter avec la valeur qu'elle représente, c'est pas intéressant. Mettons que je t'achète une vache, puis que pour te payer ta vache, j'ai besoin de transporter une roche encore plus grosse que la vache. Ça n'a pas de sens. Donc, il faut que la monnaie elle soit aussi transportable et échangeable entre les humains. Et même en termes de temps, parce que peut-être que tu vas me vendre un service que j'en ai pas besoin aujourd'hui, mais peut-être que j'en aurai besoin dans quelques mois. Et non périssable, c'est le dernier effectivement, parce que si tu me donnes quelque chose qui va périr, je vais perdre la valeur du truc. D'ailleurs, la Donc notion ça, du c'est crédit... 3 conditions de la monnaie. Ouais, et la notion de crédit est sortie comme ça, parce qu'en fait, tu proposais un service, moi je proposais un autre, mais j'en avais pas besoin tout de suite. Donc tu me créditais un peu ce service pour plus tard, et je l'avais de côté pour que je puisse l'utiliser plus tard. Et si par exemple tu allais à la retraite avant que je puisse utiliser ce service, tu sais, tout s'écroulait.
Donc, la notion de crédit a commencé comme ça à la base. Mais Donc, quand ça a l'air compliqué quand même. Je veux dire, là, on dit oui, c'est peut-être le renouveau et tout, mais même quand j'y réfléchis maintenant, vous me l'expliquez, admettons, je trouve ça compliqué pour quelqu'un qui suit vraiment bien dans la technologie, etc. Alors imagine pour quelqu'un qui a 45 ans, qui a passé toute sa vie à être dans les banques, comment on va réussir à prendre ces personnes-là, à leur dire, écoute, maintenant, tu n'as plus de conseiller, parce que je suppose qu'il n'y a pas de conseiller, tu n'as plus de conseiller, tu es livré à Alors, toi-même. Alors, il y a plein d'autres choses. Tu sais. Il y a plein de trucs dans ce que tu dis. Je veux juste terminer sur ce point-là pour que ça soit vraiment clair. Par rapport au transit finalement de confiance de l'humain dans la monnaie, la monnaie a pris plusieurs formes. Pour moi, c'était évident parce que l'optimal de tout ce que je viens de vous dire avant dans les 3 conditions, en fait, c'est quelque chose de numérique. Sauf qu'avant, tu n'avais pas Internet, tu n'avais pas les ordinateurs. Donc, Internet a permis une accélération finalement de ça. On était déjà en transition de l'argent papier vers l'argent numérique. C'était déjà en marche. En fait, la crypto-monnaie, pour moi, elle arrive maintenant. Et quand tu regardes le cycle d'adoption du Bitcoin, parce que d'ailleurs, en passant, on dit souvent le Bitcoin, il monte, il descend. Il y a une courbe qui a fait que monter depuis le début. C'est le taux d'adoption, c'est le nombre de participants au réseau Bitcoin. L'offre et Il la est demande. juste en augmentation. Ouais. Il est juste en augmentation. Et c'est pour ça d'ailleurs que le prix monte. Parce que vu que son supply est limité, c'est-à-dire son offre est limitée, mais la demande fait juste augmenter, le prix va augmenter. Alors maintenant, par rapport à l'information, parce que je vais répondre à ta question, moi je trouve, et ce que j'aime le plus dans Bitcoin, même si tout ça finalement ne devait pas se concrétiser, d'accord, il ne faut pas prendre ça pour du cash, dans le sens que pour moi c'est très intéressant, moi j'ai vraiment envie d'y croire, mais en même temps j'ai envie de me garder tu vois, une petite modestie et juste de dire bah, c'est possible qu'on passe à autre chose, tu vois. Mais quoi qu'il arrive, aujourd'hui, je me suis jamais autant posé de questions sur comment ça marche l'argent, comment l'argent est créé, c'est quoi l'inflation, et toutes ces choses-là, cette information-là, aujourd'hui, tu as plein de gens qui s'y intéressent, qui échangent sur le sujet, avec Internet, YouTube, les livres, etc. C'est extrêmement facile d'avoir accès à cette information-là. Alors que c'était réservé à des experts Alors avant. qu'avant, c'était réservé absolument à des experts. Donc, j'ai peut-être pas un banquier, quoique le banquier, il a toujours eu certains intérêts à me vendre des produits ou des services. Aujourd'hui, voilà, c'est disponible, c'est ouvert. Et moi, je m'estime plus informé que je l'ai jamais été grâce à Bitcoin. Même si j'ai pas un référent à qui m'adresser, tout le monde participe. Donc, tout le monde est référent. Et tout le monde peut participer à l'adoption de Bitcoin en parlant. C'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui, à mon avis. Et je pense que le marketing qui a été fait est quand même très bon parce qu'on expliquait aux gens c'était quoi le fonctionnement avant. Le fonctionnement classique depuis plusieurs siècles, c'est quoi les points qui ne marchaient pas. Voici une proposition qui viendrait un peu remplir ce gap, qui va venir régler ce problème. Tu vois, c'était ça la proposition. Encore une fois, le Bitcoin, c'est une proposition. T'as voulu rebondir tout à l'heure sur un truc, t'as dit que c'était limité. Ouais. C'est-à-dire limité, je veux dire. Alors là, je peux parler de Bretton Woods ou pas? Parce qu'on est obligé. On s'est mis d'accord un peu avant l'épisode sur ce qu'on devait parler. On ne veut pas aller trop loin dans la complexité, mais il y a quelque chose qui est quand même important. C'est que, alors sans rentrer peut-être pas Bretton Woods, mais le dollar, on va parler du dollar, mais toutes les monnaies sont pareilles. Les monnaies utilisées par les pays, c'est des monnaies qui sont inflationnistes. D'accord? Donc là, on parle d'inflation. C'est sûr que les gens qui nous écoutent ont entendu parler d'inflation. Définition. Surtout en ce moment. Surtout en ce Ouais. moment. L'inflation, en fait, aujourd'hui, vous avez l'impression que tout est plus cher. On dit souvent ça à tort. On dit la vie est plus chère. C'est pas vrai. C'est pas la vie qui est plus chère. C'est ton argent pour payer la vie qui vaut moins cher. Et pourquoi il vaut moins cher? Parce qu'on en a imprimé des quantités astronomiques. Et on l'a vu pendant la Covid, on a dépassé tous les records. Donc on imprime. C'est la machine à billets. À chaque fois qu'on a fait ça, ça en est suivi des graves crises sociales, des guerres. Donc c'est toujours la même chose. Donc si j'imprime à l'infini un truc, forcément sa valeur, elle s'étiole. Et j'ai un chiffre, j'ai regardé précisément. C'est-à-dire que si tu avais un billet de $100, voilà 100 ans, sais-tu combien ça représente aujourd'hui? Tu vas me le dire. 5 dollars. $3,50. Ouais. Ça veut dire que je peux même pas m'acheter une bière avec un billet de $100 de l'époque. Bitcoin maintenant, c'est une autre proposition. C'est une monnaie qui est déflationniste. Alors, je ne suis pas là pour dire déflationniste, c'est mieux qu'inflationniste. À mon avis, c'est juste deux philosophies différentes. Une proposition différente, C'est une exactement. proposition différente. Ouais. Donc, déflationniste, c'est l'inverse. Ça veut dire que la quantité est limitée. Bitcoin, c'est 21 millions. Alors, c'est complètement arbitraire. Hein. 21 millions mais ça marche. de quoi? 21 millions de Bitcoin. Un parallèle très simple, c'est l'or. Ouais. L'or est un métal précieux qui est très rare. Donc, si tu veux l'avoir aujourd'hui, tu as deux choix. Soit tu vas le miner, s'il y en a encore, ou soit quelqu'un qui l'a déjà miné va te le partager ou va te l'échanger. C'est pour ça qu'on dit miner. Ouais. Donc, ça vient de là, en fait. Ouais. Alors après, au niveau... Et là, je rentre plus peut-être dans des considérations philosophiques, mais moi, c'est ce qui quand ça me connaît, c'est ce qui me plaît le plus.
Donc, je pense qu'une monnaie inflationniste, ça faisait du sens quand on avait une économie qui était en pleine expansion. Je veux dire, on n'était pas 7 milliards d'individus sur la planète à l'époque. On a mis en place toutes ces choses-là. Et on avait besoin d'augmenter la croissance. Et une inflation bien contrôlée, c'est intéressant. Ça va favoriser la croissance. Les gens vont consommer plus. Ça existe une inflation contrôlée aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile. Mais normalement, on veut, le mandat de la Banque centrale, c'est 1 à 2%, je crois, par année. Et ça, selon eux, c'est contrôlé. Aujourd'hui, on est à 6%, là, je crois, cette année, ou 6 ou 7%. Les gouvernements utilisent un peu les pays. taux directeurs des banques centrales, justement, Et pour... c'est là-dessus qu'on joue. Voilà. Donc, on rend l'argent plus ou moins facile d'accès. Mais aujourd'hui, on a des problématiques environnementales. En fait, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais aujourd'hui, plus que jamais, c'est vraiment présent dans le discours. Et on a besoin peut-être de se calmer sur la consommation. Eh bien, une monnaie déflationniste, à l'inverse, en fait, elle va appeler à ce que j'appelle moi la sobriété. Ça veut dire que si, regarde, aujourd'hui, tu peux acheter ta voiture. Ou alors, peut-être tu peux rouler un peu plus longtemps avec la tienne, attends 1 an ou 2, et là, l'argent que tu as mis de côté pendant ce temps-là, il vaut plus. Tu comprends? Donc, comme ton argent vaut plus avec le temps, tu as tendance à pas déclencher le moment où tu vas acheter tout de suite, tu vas attendre et peut-être que tu pourras te payer une plus belle voiture. Si c'est inflationniste, c'est l'inverse. Aujourd'hui, pourquoi tout le monde consomme comme des malades? Parce qu'ils se disent, attends, je me suis assez fait chier à gagner cet argent et j'ai l'impression que chaque jour, je le vois se fondre comme neige au soleil. Ah oui, je comprends pas. Donc le côté déflationniste, je trouve ça intéressant. Et il y avait autre chose que je voulais ajouter là-dessus. Après, il reste le troisième, l'or. Ouais, alors, oui, c'est ça, merci, tu m'as relancé. Donc, par rapport à l'or, On l'a déjà raconté plusieurs fois, c'est pour ça. J'en avais parlé dans un autre épisode, c'est ce que tu disais tout à l'heure, donc c'est quelque chose, proof of work, donc c'est quelque chose qu'on a créé avant, ça veut dire que l'énergie pour créer cet argent-là a déjà été dépensée dans le passé. Alors que notre monnaie, on appelle ça une monnaie de dette, ça veut dire que l'argent qu'on utilise aujourd'hui, ça a été émis parce qu'en face, il y avait une dette. Donc, il y avait une promesse de remboursement. Donc, l'effort généré pour payer va être fait dans le futur. Et ça change tout. Parce que c'est pour ça qu'on a des gens qui sont esclaves de leur vie. Parce que tu utilises de l'argent que tu vas rembourser dans 20, 30, 40 ans. Alors que, à l'inverse, de l'or, par exemple, ou du Bitcoin, l'effort a déjà été fait. Tu comprends? Alors, tu peux emprunter du Bitcoin, je ne te dis pas que ce n'est pas possible. Mais juste même dans la philosophie du truc, je trouve ça intéressant. De dire que je dépense ce que je mérite déjà. Pas ce que je mériterais dans 10 ans parce que je vais fournir l'effort pour le rembourser. Il n'y a plus cette notion de crédit avec ce nouveau paradigme. La façon que ça marche aujourd'hui, quand vous demandez un crédit, la banque, elle ne va pas chercher de l'argent physique dans un coffre et vous le donner. L'argent va créer de l'argent. La banque va créer ce qu'on appelle la monnaie scripturelle, qui est virtuelle en fait. Elle va créer de l'argent de rien, qui n'existe pas, basé sur les fonds qu'elle a dans ses coffres. Donc, si, je donne un exemple, il y a 1 kilo d'or, la banque, elle va se dire, OK, 1 kilo d'or, ça vaut 30 000 $ aujourd'hui. Mais quand ils commencent à créer de l'argent virtuel, il n'y aura pas que 30 000, il y en aura beaucoup plus. Ils vont prêter de l'argent à tout le monde, basé sur ce fonds-là. C'est comme une garantie, mais je peux prêter à tout le monde. Et donc, au moment où toi, tu rembourses, tu payes un intérêt. Puis c'est là où la banque va aller enlever ce montant-là de l'argent fictif qu'elle avait créé. Et donc, avec le Bitcoin, ça, c'est pas possible. Parce qu'il y a une quantité limitée. Et puis, on ne peut pas imprimer, on ne peut pas faire du crédit, on ne peut pas créditer quelque chose qu'on n'a pas. Et ça, c'est quelque chose, ça revient un peu même à l'essence de Satoshi Nakamoto. Il n'aimait pas ce lien-là qu'il y avait entre les banques et le gouvernement. Parce que quand on paie des taxes, quand on paie des impôts, on ne les paye pas sur la monnaie centrale, la monnaie, l'actif réel. On le paye sur l'argent qu'on a décidé qui existait alors que ça n'existe pas. Donc, l'État est gagnant. Les banques sont ce privilège des banques est protégé par l'État. Donc, il y a quand même un côté un peu malsain entre État et banque. Et c'est ça, en fait, qui a créé le ras-le-bol et qui a enclenché toute l'histoire derrière les crypto-monnaies. Depuis le début, on parle que du Bitcoin, mais il y a plein d'autres crypto-monnaies qui existent. Ouais. D'où elles sortent, celles-là? Aujourd'hui, les crypto-monnaies correspondent à des projets. C'est-à-dire que quand on mine de la crypto-monnaie, c'est basé sur un projet quelconque. Bon, je pense à Monero, tu penses à l'Ethereum surtout. Et donc, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que sur une blockchain, on n'a plus besoin de créer une nouvelle blockchain pour créer quoi que ce soit. On utilise la même blockchain et on va par-dessus
Ouais, Attends, là, on a une distinction à faire, mais non, c'est intéressant parce que tu t'enlignes bien. Il y a deux choses, je sais pas, d'ailleurs, c'est en faisant mes recherches que j'avais jamais fait la différence, mais là, je l'ai compris. Vous avez une différence entre un coin et un token. En fait, moi, je pensais que c'était la même chose, c'était deux façons de l'appeler. C'est-à-dire qu'un coin, on a créé le réseau d'une feuille blanche. exact. Un token, c'est quelque chose qui a été créé sur un réseau existant. Ouais. Et c'est très différent. Donc, par exemple, Bitcoin, c'est un réseau. Ethereum, c'est un réseau. Aujourd'hui, quand on parle de token ERC20, c'est des projets qui se sont greffés au réseau Ethereum. Ils se sont dit, on va pas réinventer la roue. Ça marche plutôt bien. Ça a été très adopté. C'est très sécuritaire parce que assez décentralisé. On va créer nos produits. Et En fait, le parallèle, c'est comme si Visa, qui est un réseau, a créé une monnaie par rapport à ce réseau-là. Ouais, Donc, le réseau Visa utilise un coin qui s'appelle Visa Coin. On invente des mots ici, juste pour donner des parallèles. Mastercard, ils ont un réseau, une infrastructure qui permet justement de faire ces transactions. Cette infrastructure, cette plateforme-là, c'est la blockchain. Et il n'y en a pas une blockchain. Le Bitcoin utilise une blockchain qui, par hasard, s'appelle Bitcoin. Mais il y a d'autres avec un avec B un B majuscule. avec un B Ouais, c'est ça. majuscule versus le B minuscule dans Bitcoin. Donc en fait, la blockchain, il faut la voir comme un réseau, comme une plateforme qui permet de faire des transactions, inscrire les transactions, valider les transactions et faire la vérification des transactions. C'est juste une plateforme. Elle est sécurisée par rapport à des aspects technologiques qu'on a abordés avant, mais ça s'arrête là. Et pour moi, c'est le fait que Bitcoin ait réussi. Tu sais, c'est comme le premier mec qui avait battu le record à la course des 100 mètres, machin. Il pensait que c'était impossible. Il y en a un qui l'a fait. L'année suivante, tout le monde l'a fait. Parce que tu sais que c'est possible. Quand Bitcoin a cassé finalement cette croyance que c'était pas possible, après ça, il y a plein de projets. Et ce qui est vraiment important par rapport justement à un réseau qui est finalement centralisé, comme on l'a actuellement avec le réseau des banques, les banques centrales, etc. On en parlait avec Abdel, il y a eu seulement 2 innovations dans les 50 dernières années. Et si encore une fois, toi, tu n'étais même pas d'accord avec la deuxième, mais les cartes de crédit et les ATM. Et moi, je disais que c'était des révolutions technologiques et non financières. Exactement. Moi, la dernière technologie financière, c'est la machine à imprimer les billets. Voilà. Et c'est- depuis, on c'est n'a tout. pas eu. Et c'est tout. Alors que quand tu as un réseau qui est décentralisé, l'innovation, elle va avoir lieu alors c'est le mot anglais qui me vient, le edge, à la sur- périphérie finalement les du bords. réseau, parce que je n'ai pas besoin de demander la permission à personne. Si j'ai une idée, je peux l'implémenter. Je peux développer mon T'as pas application, besoin- je la mets sur le réseau, et si les gens l'adoptent, eh ben, c'est à eux que le vote final revient. Parfait, mon application va marcher. T'as pas besoin de rentrer dans un cadre Bah, t'imagines. légal ou quoi que ce soit. Donc là, tu inverses complètement le truc, où finalement, au lieu de l'innovation de venir de quelques personnes qui n'ont finalement peut-être pas intérêt à voir le réseau s'améliorer parce que ça leur va bien. On pourra parler de corruption plus tard, mais le fait que ça soit là un réseau ouvert, innovant, qui est appelé à tout et on peut développer tout sans demander la permission à personne, c'est certain que les blockchains allaient se développer. C'est pas fini, à mon Mais avis. t'imagines, c'est que le début. tu t'attaques à un des gros groupes mondiaux. On s'attaque aux banques. Ouais. Lorsque tu leur dis, on va changer le paradigme, on va fonctionner différemment, alors que eux aujourd'hui, avec les intérêts qu'ils font sur toute la monnaie virtuelle qu'ils créent, bah, c'est sûr que c'est une perte colossale. Et encore une fois, le gouvernement aussi, ils vont voir leurs taxes et les impôts diminuer. Donc c'est sûr Mais- qu'il y a un enjeu. Mais du coup, là, vous avez parlé de l'égalité, de ces choses-là et tout. Mais du coup, Fraternité. aujourd'hui, est-ce que c'est légal la crypto-monnaie? Est-ce que, tu sais, c'est la question qu'on pourrait se Ouais, poser c'est une parce bonne que question, tout à l'heure, hein. tu parlais du fait qu'il y a des gens qui l'utilisaient pour des choses malsaines, etc., vu Mhm. que c'était anonyme. Est-ce que du coup, aujourd'hui, c'est utilisé. Enfin, pourquoi c'est Blanchiment utilisé d'argent a toujours aujourd'hui, tu vois? existé. En fait, c'est hein. ça. Ouais. Ça fait partie beaucoup, moi j'appelle ça le narratif médiatique. C'est dangereux. Les brigands, les malfaiteurs vont toujours être super en avance sur les technologies. Parce que dès que tu as une nouvelle technologie, tu vas avoir ce qu'on appelle de l'arbitrage qui est possible, c'est-à-dire qu'il va y avoir plein de failles et tu vas pouvoir en profiter. En fait, si je devais blanchir de l'argent, j'utiliserais tout sauf le Bitcoin. Parce que le Bitcoin, comme on l'a dit tout à l'heure, ça laisse des traces. J'utiliserais plutôt du dollar papier. Ouais, du cash, ouais. Du cash, Mm. bien sûr, parce que le cash est anonyme. C'est pour ça qu'ils veulent tuer le cash. Parce que c'est contre le plan d'avoir des données de tout tracé. En fait, la crypto-monnaie, en vrai, ça répond à leur truc. C'est juste que ils vont pas contrôler parce que c'est pas centralisé. Ouais, mais comprends? du coup, là, on parle de contrôle. On dit on s'attaque au plus gros. Ouais. Mais est-ce qu'un jour, on n'aura pas le gouvernement qui arrive et dise Alors, Oh, mais c'est calmez-vous, déjà là, arrivé. les enfants C'est déjà c'est arrivé. déjà le cas. En Inde, c'était alors je sais pas en ce moment, mais tu allais en prison si tu avais du Bitcoin. En Chine, ils ont interdit le minage. Mais encore une fois, je reviens au réseau antifragile. À chaque fois qu'ils ont fait ça,
Merci. Aujourd'hui, le Bitcoin a jamais été aussi décentralisé que depuis que les mineurs sont partis de la Chine, parce qu'il y avait une forte concentration de minage en Chine. Et aujourd'hui, ils se sont allés au Kazakhstan, ils sont allés en Afrique, ils sont allés au Brésil, etc. Et à travers le monde. Donc on va encore plus décentraliser le réseau. Ils ne peuvent rien faire. Il y a un mime que j'adore où tu as une espèce de pelouse, puis tu as une petite barrière, puis tu as la personne qui est coincée sur la barrière qui dit « Oh mon Dieu, ils ont interdit Bitcoin !» Bah, tu peux faire le tour de la barrière, man. C'est impossible d'interdire Bitcoin. C'est impossible. Alors pourquoi en ce moment, admettons, parce que je trouve que tout ce qui est crypto-monnaie, ça réagit, enfin, je veux dire, tout ce qui est médiatique et tout, ça réagit énormément sur les cours, oui. etc. et tout. Alors comment c'est possible? Tu sais, la sécurité dans tout ça, si demain, je sais pas, il y a tous les gouvernements, ils s'appellent au téléphone et ils disent, bah, viens, on bitch à mort, on insulte les crypto-monnaies, est-ce que ça peut s'arrêter instantanément? Tu sais, C'est genre, absolument ce qu'ils font. Et même, tu sais quoi, moi, je les suspecte de racheter après et qu'il y ait des gros délits d'initiés. Alors là, on tombe Ah oui. dans le complotisme, Ouais. mais je ne serais pas, surpris ouais. d'entendre ça. Parce qu'en fait, qui c'est qui possède le pouvoir aujourd'hui? Avant Internet, qui c'est qui possédait le pouvoir? C'est celui qui avait la presse. Parce que les pays, ils avaient la presse, donc il y avait quoi? Il y avait 3 journaux. L'information, le public s'informait au travers des journaux. Les journaux, les gros titres, c'était fait. Derrière, on dit qu'il y a le pouvoir médiatique et le pouvoir monétaire. Le pouvoir monétaire est derrière le pouvoir médiatique. Puis le pouvoir médiatique, c'est lui qui contrôle les 3 autres pouvoirs, qui sont le pouvoir judiciaire, exécutif, législatif. C'est pas ma théorie, ça existe. Je trouve ça intéressant. Là, en fait, aujourd'hui, avec Internet, l'information est décentralisée, tout le monde peut y avoir accès, tout le monde peut participer. Internet, en fait, c'est la vraie révolution. Bitcoin, on dirait pour moi, c'est la suite, c'est une application un plugin. d'Internet, c'est un plugin par rapport à l'argent. Dans un premier temps, et même là encore, c'est que le début, parce que je pense qu'après, on va ouvrir à d'autres usages. C'est déjà le cas, mais ça va encore plus s'étendre. Ouais, moi, je suis tout à fait d'accord avec le fait vas-y. que, en fait, Internet, c'est pas l'origine. Internet, c'est le véhicule. Oui, Parce que c'est la technologie l'origine qui a rendu ça possible. Exact. C'est Ouais. la technologie, et pour revenir encore plus bas, c'est plus le développement de l'informatique comme on connaît aujourd'hui. Ah ouais, non, t'as Demain, raison, avec le une algorithme. informatique différente, comme l'informatique quantique, les portes s'ouvrent à des choses qu'on n'est pas capable de réaliser aujourd'hui. Donc là, avec tout ce qu'on a dit, ok, je comprends c'est vachement volatile. Tu disais plusieurs fois, c'est volatile, etc. Ouais. Pas plus que n'importe quel actif numérique aujourd'hui. Mais en fait, si moi actuellement, là, dans ma banque, bah, c'est pas volatile. La question que tout le monde se poserait, c'est genre, moi, dans ma banque, si j'ai 100 $ actuellement, est-ce que demain, je vais me réveiller, je serai à 80 $, à 120 $? Alors. Non, parce que je suis pas dans un système de bourse ou je sais pas comment c'est la crypto-monnaie. Et VS, est-ce que je vais prendre le risque? Est-ce que je dois aller en crypto-monnaie et me mettre dans quelque chose et avec ça monte, ça descend, Parfait. tu vois, je sais C'est pas. très bien, non, c'est super ta question, parce que ce que les gens oublient, c'est qu'ils pensent, et c'est normal, on les formaté comme ça, on pense par rapport au dollar ou à l'euro, peu importe ta monnaie. Donc, tu regardes le prix tous les jours du Bitcoin par rapport au dollar et à l'euro, tu as des fluctuations de malade. Mais entre hier, aujourd'hui et demain, un Bitcoin égale un Bitcoin. Ça n'a pas changé. C'est juste que ta valeur de référence, quand toi tu penses avec ton salaire que ton employeur te paye, il te paye en dollars. Bon, bah, tu es en dollars, tu mets 100 $ sur ton compte, tu dis, moi demain j'ai encore 100 $. Quoique ton 100 $, on l'a expliqué par l'inflation, Ouais. c'est un petit peu moins. Mais le Bitcoin, c'est la même chose. Si moi je mets un Bitcoin sur mon wallet, demain ça sera un Bitcoin pareil. C'est juste que si je veux le cash out en dollars, parce qu'aujourd'hui malheureusement le Bitcoin n'est pas encore assez adopté au point que je peux l'utiliser pour acheter, et c'est vraiment en train de changer, parce que tu peux même utiliser Dogecoin, qui est une joke, on pourra peut-être en parler, pour acheter, je sais plus qui, il y a des gros groupes qui l'acceptent. Mais il y a des ATM, j'en ai un en face de chez moi pour échanger mon Bitcoin. Tantôt, j'ai envie de prendre une photo. Avec pour, du Dodge? Non, du Bitcoin. C'est que Bitcoin. Ouais. Ouais, c'est que Bitcoin. Moi, pendant longtemps, je pensais que le Bitcoin était fait finalement. Moi, je le voyais en fait de mon point de vue à moi, d'Européen qui est né dans un pays où les banques sont accessibles et tout ça. En fait, Bitcoin n'est pas fait pour cette partie-là de la population. Donc, j'ai regardé les chiffres rapidement pour pas dire trop n'importe quoi, mais en gros, tu as 1 milliard de personnes sur Terre qui ont accès à tous les services des banques. Donc, tu as accès aux banques, tu as accès à toutes les devises, tu as accès au levier bancaire, tu fais ce que tu veux. Après, il y a un autre milliard de personnes, ou 2 milliards plus précisément, qui ont des services assez limités. Et le reste du monde, ils n'ont pas accès. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as plus que 50% des adultes sur Terre qui n'ont pas accès aux banques. C'est compliqué de construire ton avenir quand tu n'as pas accès à l'épargne. Comment tu fais du commerce? On peut prendre en Afrique, il y a certains villages, ils ne peuvent pas commercer avec les autres, ils ne peuvent pas se sauver de l'argent. Donc, en fait, pour moi, Bitcoin, c'est pour ces gens-là que ça existe. Parce qu'en fait, ça va donner la possibilité, c'est comme, je ne sais plus qui disait ça, c'est comme avoir une banque suisse dans la poche. Parce que tu as un téléphone, bah, du coup, tu peux faire des transactions Bitcoin. Ou autres crypto-monnaies. Il y en a beaucoup d'autres d'ailleurs. Et en fait, là, tu résous un vrai problème.
Et c'est-à-dire que tu donnes et moi ça me parle dans mes valeurs, mais tu donnes un accès équitable finalement au monde entier. On donne les mêmes outils à tout le monde pour ensuite faire la différence. Il y a même un côté presque capitaliste, alors que même si c'est anarchiste à la base, on peut trouver des notions de capitalisme, mais de vrai capitalisme, pas un capitalisme de connivence, un capitalisme juste et équitable. Et tu vois, en seulement moins de 15 ans, là, ce qui a été fait, c'est quand même incroyable. Hein. Si tu prends comment la monnaie a progressé dans notre histoire, ça a pris des siècles avant qu'on arrive à l'équivalent, là, un billet de banque ou même les certificats qu'on échangeait. En 15 ans, c'est énorme. Ce qui a été tout de suite, ça prend des générations. Ouais, ça prend de la Tu maturité. disais le gars de 45 ans, mais même le gars de 45 ans, dans 10 ans, il change d'avis. En vrai, ça va trop vite. Parce que là, actuellement, la population, c'est quoi? Je crois que j'avais regardé, c'était 1,5% seulement qui est en crypto-monnaie. 2%. Et dans les pays riches, hein, mais dans les pays pauvres, de plus en plus, ils sont à fond. Après, il y a le cas du Salvador qui a officiellement accepté le Bitcoin. On doit quand même le mentionner. Aujourd'hui, ils font des transactions de Bitcoin. Je connais un mineur de Bitcoin qui allait là-bas. Il prend le taxi, il peut payer en Bitcoin. En Suisse, il y a des cantons où tu peux payer tes impôts en Bitcoin. La Suisse aussi, c'est un pays, mais déjà parce que sa structure politique et même la façon dont c'est fait, c'est très décentralisé, la Suisse. Donc, ça faisait du sens que dans la philosophie et la culture des gens, le Bitcoin et la crypto-monnaie allaient facilement s'implanter. Tu vois. Moi, j'ai juste une dernière question, c'est un tour de table rapide qu'on va faire. C'est sur une note de 1 à 10, votre connaissance des crypto-monnaies, vous diriez quoi? 10 étant genre 10 étant, vous êtes vous êtes Satoshi Nakamoto, vous avez créé le Bitcoin, et 1, 12. Voilà. Moi, j'ai un 4. Moi, je dirais peut-être un 6, 7. Ah ouais, quand même. Parce que connaissance, là, ta question est précise, la crypto-monnaie. Ouais, la crypto en général. Ouais. La crypto-monnaie, c'est une implémentation d'une technologie qui existe. Si tu me Ouais. parles de blockchain, là, c'est quelque chose que je suis familier avec, mais la crypto, non. Ok. Crypto, Dans le sens que je comprends les enjeux, dans le sens que je suis capable d'en acheter, je suis capable d'en vendre, je suis capable de faire des échanges en crypto. Mhm. J'ai compris c'était quoi un wallet, j'ai compris un cold wallet, un hard wallet, on pourra en parler. J'ai compris, je pense que j'ai compris les enjeux et je suis capable de l'utiliser. Après, je serais pas capable de développer une crypto, quoique c'est assez simple apparemment. Ouais. Je sais pas si ça rentre dans ta question. Non, mais en fait, c'est surtout même dans les usages. Moi, je vois, je regarde de temps en temps des vidéos sur le sujet ou je lis des articles sur le sujet. J'ai l'impression que ça évolue tellement vite. Il y a tellement des nouveaux trucs tout le temps. Des nouveaux les projets, applications, comme on parlait des exchanges tout à l'heure, il y a l'application notamment Binance qui est une des plus connues. Sur l'application, il y a tout le temps des nouveaux trucs qui apparaissent, des nouvelles façons de... J'ai du mal, moi, honnêtement, j'ai du mal. Soit tu as plein de moyens d'épargner ta crypto, de faire ce qu'on appelle du stacking, du lending, il y a plein de trucs qui apparaissent tout le temps. Revenons aux années 2000. On a ouvert la porte à l'innovation. Ça va pas arrêter, man. Ça va être la folie. Le monde va contribuer à ça. Vous mettrez peut-être vous avez une note de 5 et 7 que vous êtes attribuée. Mais ça évolue tellement vite, cette note-là, il faut travailler se tenir fort. à jour pour rester, tu C'est vois. une interrogation continue. C'est pas dans la roche. Hein. Il faudrait continuer à s'enseigner continuellement, faire de la veille technologique et puis crypto, c'est sûr. Ok. Et toi, Thomas? Alors moi, je dirais, comme toi, 3-4. Okay. Je connais la crypto-monnaie, j'en ai, j'achète de la crypto-monnaie, je continue. Et là, on attend justement un peu que ça se passe un peu pour faire d'autres choses. Mais 3-4, parce que comme dit, ça évolue beaucoup. Et puis, je trouve que les applications sont compliquées. Et puis, ça évolue trop vite. Et puis, il y a des fois, je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas faire certaines choses. Le fait que ça évolue vite, en soi, ce n'est pas nécessairement mal. Mais c'est qu'il faut vraiment se tenir à jour, se tenir informé pour suivre la cadence. Ça va être de plus en plus facile. Parce que moi, je vois au début, quand j'ai acheté ma première crypto, c'était un peu galère. Hein. Franchement, c'était un truc de geek. J'étais sur des interfaces, c'était dégueulasse. Aujourd'hui, tu as des applications sexy sur le téléphone. Ouais, toutes les applications de crypto, par contre, tous les exchanges, ils sont incroyables. Mais le design, il est ouf. Moi, je dis 40% de connaissances, 4 sur 10, parce qu'en fait, ça dépend des projets. Et je ne suis pas tous les projets. Ouais. Donc, 4, c'est même pas... Je trouve même que c'est énorme par rapport à tous les projets qui existent. Moi, je suis les projets majeurs juste pour les tendances. Moi, comme on en a déjà parlé, les crypto-monnaies ne m'intéressent pas vraiment. C'est plus les technologies derrière. Moi, je leur dis vraiment entre 1 et 2. Parce que... Non, mais en vrai, mais ça dépend de comment tu calcules. Parce que toi, tu as calculé tout à l'heure au nombre de projets que tu connais, alors qu'il y en a un million. Même si j'ai des connaissances quand même sur la plupart des mots dont on a parlé aujourd'hui, même si j'ai déjà acheté des cryptos, que j'en ai déjà revendu ou j'en ai échangé. Tu as rencontré Asher. Oui, c'est sûr. Malgré tout ça, il y a tellement de choses, comme j'ai dit, il y a plein de projets, même certains projets où... En toute honnêteté, j'ai mis quelques billes, mais je ne connais pas à 100% l'intégralité des équipes, des valeurs du projet final, etc.
je considère que je connais pas assez et que ça évolue tellement vite que je peux pas me permettre de dire que j'ai trop de connaissances là-dedans parce que ça serait pas vrai. Je saurais pas. Même si j'ai des bases et que j'arrive un peu à comprendre rapidement de quoi ça parle quand j'écoute ou quand je regarde des vidéos, je ne saurais pas le retranscrire de la même manière aussi précisément à quelqu'un. Genre expliquer concrètement à mes parents, mes grands-parents, des oncles et tantes, peu importe ce que c'est. J'aurais du mal à être très clair et leur faire passer un message. Tu vois. Ça vous intéresse d'aller plus loin, d'aller développer, aller regarder plus de projets Moi j'adore. Ouais. Après, je t'avoue, c'est sûr que le côté. Je vais rebondir sur l'épisode qu'on a fait avant sur nos sources d'information. Comment vous informer sur les projets, J'aime ça. les projets crypto. Comment vous allez déterminer si un projet vous intéresse? Ok. Alors moi, je vais te sortir mes Ouais, applications je que sais, j'utilise. C'est tout, là, tu m'as déjà posé Mais je me la rappelle question. plus c'est quoi le site. Mais en vrai, en ce moment, je suis en vacances, entre guillemets, c'est-à-dire que quand on était dans le bull run, j'ai vraiment trop pris une consommé. micro-retraite. Et là, j'ai pris une micro-retraite, c'est-à-dire, non mais volontairement, je me suis coupé complètement. Des fois, je me fais un petit kiff, je regarde une interview crypto grand angle, mais en vrai, j'ai coupé parce que j'avais besoin de retomber là-dessus. Donc là, je m'en remets juste rapidement. Moi, déjà, au niveau de l'information, il y a CoinMarketCap, qui à mon avis est un incontournable, qui va lister tous les projets. D'accord? Donc c'est par capitalisation, donc Bitcoin numéro 1, Ethereum numéro 2, et ensuite ça va défiler. Et déjà, là, tu vas voir énorme. Tu l'as aussi, ouais, t'as des trucs. Toutes les En fait, c'est vachement cool maintenant CoinMarketCap parce que déjà, tu peux te créer un portefeuille, donc fictif. Tu peux dire les coins que tu achètes à combien. Ça te donne une vision globale de ton wallet, en fait, de ce que tu aurais sur ton portefeuille. Tu vas pouvoir cliquer sur chaque crypto et avoir des informations de base sur autant des specs, donc que ça soit la capitalisation, justement, combien il y a de jetons émis, Et le projet. Tu as toutes les données chiffrées plus explication du projet. En fait. Ouais, c'est ça. Tu vas avoir maintenant des tweets en plus qui sont associés avec des tendances, donc tu sais un petit peu le mood des gens, des opérateurs sur les cryptos, etc. Et Tu disais la dernière fois que tu suivais les projets sur Reddit aussi. Reddit, moi énormément, effectivement. TradingView, là c'est vraiment pour le côté trading, je regarde un peu les graphiques. Mais déjà ça. Et après, vous avez une autre que CoinMarketCap, c'est CoinGecko, qui est un petit peu plus outsider, mais qui fonctionne très bien aussi. Et ils ont beaucoup de contenu pédagogique aussi, d'ailleurs, à ce niveau-là. Ok, donc c'était principal source. Moi, c'est mes principaux. Pour et puis découvrir après, les projets. YouTube, alors là, les gros YouTubeurs que je suis, Asher en français, et donc Grand Angle. Ouais. Voilà, Ok. c'est pas mal ça. Thomas, toi de ton côté, même si tu as peut-être un peu moins de, J'ai de beaucoup moins de connaissances que bagages. Julien, mais Pour être honnête, ça fait 1 an que j'ai commencé à réellement être en crypto-monnaie et à m'intéresser au truc. Parce que c'était lors d'une sortie où on était dehors, un ami qui me dit mais Thomas, putain, fou de technologie commentée, t'es pas en crypto-monnaie. Je dis mais oui, je sais, mais c'est juste que j'ai pas pris le temps. J'ai pas pris le temps. Bien, référence encore à l'épisode. C'est ça. J'ai pas pris le temps de me concentrer là-dessus et c'est vrai que ça m'a toujours intéressé, mais oui, j'ai pas pris le temps de le faire. Et là, je me suis dit allez feu, c'était l'été dernier. Et là, depuis, je suis rentré dedans, boum, ça s'est cassé la gueule. Genre, c'était la grosse daube, j'ai rien fait du tout encore. Mais oui, j'ai des crypto-monnaies. Je me renseigne sur CoinMarketCap, j'ai mis mon portefeuille dessus. Et ce qui est cool, c'est que vu que je fais un peu de crypto-monnaie aussi pour ma famille, eux, ils connaissent rien, tu vois. Pour le coup, ma mère connaît rien, ma soeur connaît rien, donc ils m'ont envoyé de l'argent et je leur ai fait aussi des portefeuilles sur l'application, donc plusieurs portefeuilles. Et donc chaque transaction, tu dois l'écrire à la main dans l'application. Oui. Ça, c'est pas automatiquement relié à tes exchanges. Faut que tu fasses l'action. Parce que ça dépend de combien, quand tu l'as acheté, à combien, avec des frais. Il y a plein de valeurs qui rentrent en compte. Et puis après, j'utilise TradingView, ouais. Et j'utilise aussi YouTube. Donc Twitter un tout petit peu, mais j'ai du mal, comme je disais le dernier épisode, avec Twitter. Donc ce sera plus sur YouTube et je regarde Cryptost. Ah oui, Crypto, c'est bien. Cryptomatrix. Ouais. C'est mon préféré, c'est ce que j'écoute tous les matins, sauf en ce moment, je trouve que c'est calme, donc j'écoute pas. C'est quand même très technique. Hein. Ouais, c'est très technique. Alors, Il fait beaucoup de les analyses des c'est ça. Les courbes analyse les courbes et tout, c'est compliqué, mais au moins je me mets dedans et j'oublie pas. Et puis j'ai l'information de ce qu'il y a pas, etc. Et puis le dernier, c'est achat. C'est tout. Okay. Ouais, donc en fait c'est vraiment un suivi très très régulier. C'est ça. Pour se maintenir à jour de tout ce qui se passe dans l'univers en fait. Rien de différent par rapport au trading classique. Hein. Tu sais, quand on s'intéresse à des devises, on s'intéresse au pays de la devise, on s'intéresse à un actif, on s'intéresse à l'économie du pays où l'actif est produit. Donc en fait, rien de différent. C'est juste que comme tu le disais tout à l'heure, tu disais très bien, ça démocratise en fait
cette activité-là d'aller se renseigner et puis aller plus proche, se Mais rapprocher de cette l'information. activité-là, je la compare plutôt à faire de la bourse, en fait. Ouais, exact. Pour le coup, c'est pas juste remplacer Ouais, c'est la ça, ça monnaie pour la remplace pas monnaie, la banque c'est plus le côté pour l'instant. spéculatif, en fait. Parce Mais que s'intéresser à des projets comme s'intéresser à des entreprises, au final, c'est la même chose. Tu t'intéresses aux fondamentaux, voir la valeur, ce que ça peut devenir. C'est deux sujets différents, en fait, en fin de compte. La spéculation, le mot spéculer, c'est speculare, ça veut dire réfléchir. Donc en fait, speculare, mais ça veut dire réfléchir. Donc autrement dit, la spéculation, ça a toujours existé. L'humain réfléchit et il veut optimiser ses investissements. Donc la crypto-monnaie est devenue un outil on va dire, justement d'investissement, de trading. C'est quoi le mot que je cherche? Bon, bref, l'idée est là. Mais par contre, moi, j'ai hâte que ça passe ce côté-là. Parce que justement, et d'ailleurs, il y en a plein qui disent non, moi, je suis là pour la technologie, les fondamentaux. Et en fait, dès que tu as un moins 30%, il n'y a plus personne, quoi. Mais si tu t'intéresses vraiment aux fondamentaux, comme je te dis, un bitcoin égale un bitcoin, moi, ce qui m'intéresse, c'est de lire des livres là-dessus, c'est de regarder, de comprendre, en fait, comment la société peut évoluer avec ça. Et c'est ça qui est trippant. Oui, c'est cool l'argent, mais à la fin... C'est pour ça que moi j'ai changé un peu mon mindset. Tout de suite quand je suis rentré dedans, je me suis dit je vais pas écouter les gens qui disent « Oh mais c'est le moment de rentrer, oh mais c'est le moment d'acheter, oh mais c'est le moment de... » Je vais là-dedans, that's it. Mais il faut que tu te fasses Voilà. ta propre idée aussi. Tu te lances pas dans tous les projets. Non, je fais de tu la peux pas. DCA. Non, c'est sûr. Voilà. DCA, Je ça, suis c'est des bien. projets qui me plaisent et je fais du DCA. Donc DCA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que tous les temps de temps, je vais mettre un montant. J'avais dit que chaque fin de mois, je mettais $100. Je regardais s'il y avait un truc qui était intéressant au niveau de projet que je me mette dedans. Si c'est pas le cas, je le mets dans les plus gros, Bitcoin, Tu l'as fait Ethereum. depuis que tu m'en as Je parlé? l'ai fait, ouais. T'as tenu? Bien joué. Donc DCA, Dollar Cost Averaging, c'est la meilleure stratégie, que ce soit en bourse, en n'importe quoi. Et en crypto, c'est ce qui est le plus intéressant. Arrêtez de regarder les graphiques, intéressez-vous Quand à la on vise technologie. le long terme, Sur on le va long dire. terme, Voilà. Mais la crypto, ça doit être du long terme. Bien sûr. C'est- Oui, mais Et il y a des gens qui intéressez-vous font aux le trading, projets. Aux à projets. quoi Ouais, ça les sert, projets, ouais. ouais. Ça, c'est important. Bon, c'est les gars, la- merci beaucoup. Merci à toi, c'était très intéressant. Un épisode On reviendra. assez complet quand même sur l'origine des crypto-monnaies et on a parlé pas mal du Bitcoin. C'est une technologie, mine de rien, qui est assez jeune. Donc on a hâte de voir ce que ça va donner dans le futur. Il y a plein d'utilisations possibles finalement. Donc on reviendra sûrement avec De d'autres la sujets, blockchain, d'autres ouais. podcasts sur les crypto-monnaies, sur des choses en particulier. On a encore plein de questions, même avec Thomas. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On compte sur vous, laissez un commentaire, laissez une revue 5 étoiles et on se revoit dans un prochain épisode. On va C'est rentrer beaucoup plus dans le détail. Alors, Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les mettre partout, Discord, partout sur tous les réseaux sociaux. Ouais. Nous, on répondra sûrement dans le prochain épisode, donc n'hésitez pas à participer, ça nous ferait grand plaisir. Puis ma grand-mère sera invitée au prochain épisode. Du coup, Mais c'est On verra s'il a bien compris. Allez, ciao tout le monde. Salut. Bye bye.